Bon, bah, bonjour à toutes et à tous. Du coup, merci à Lorraine de m'avoir invitée pour vous répondre à cette fameuse question de comment rendre sa marque inédite et irrésistible. Donc, je m'appelle Natacha Ries, je suis fondatrice de Poesia Consulting et je vais tout de suite vous raconter la petite histoire de Poesia Consulting qui est en fait mon histoire. Donc, on est tout de suite déjà dans le storytelling. En fait, tout commence en Alsace. Donc, je viens de Strasbourg. J'ai depuis très jeune été dans tout ce qui est lié à l'art, théâtre, musique. Et la mode aussi est venue dans mon parcours en autodidacte. Après avoir fait des études de communication, j'ai fait une école de business de la mode où on apprenait justement à voir comment on fabrique une collection depuis le fil jusqu'à la commercialisation. Et je ne voulais pas me limiter à ça, je rêvais toujours de partir à l'étranger. Du coup, je suis allée aux États-Unis et là-bas, j'ai étudié fashion design et j'ai travaillé avec des créateurs éco-responsables. Donc, c'est là-bas où j'ai découvert un autre côté de la mode qui est beaucoup plus, avec plus de sens et de valeur, justement, ce dont on parlait. Et après ça, je suis venue en France et on va dire aux États-Unis, j'ai rencontré le président de la Fédération du prêt-à-porter féminin. Je ne sais pas pour ceux qui sont dans la mode qui connaissent cet organisme. Donc, quand je suis venue en France, je suis venue à Paris. Et là, j'ai travaillé très rapidement pour cet organisme qui accompagne en fait des marques établies et des jeunes créateurs dans leur développement. Donc ça m'a permis d'avoir une vision assez large de ce milieu entre les politiques, les salons, les créateurs, les marques établies. Donc voilà, d'avoir, on va dire, un point de vue assez large sur la mode. Mais très vite, j'avais envie d'entreprendre. Après les États-Unis, ma vision des choses avait changé. Et du coup, j'ai cofondé une plateforme qui s'appelait NNC Stories. Donc déjà, dans le but de raconter les histoires de créateurs éco-responsables dans la mode et le lifestyle via, on va dire, une plateforme en ligne. On avait un e-shop et on avait aussi un magazine et on faisait des événements dans un loft et dans une galerie. On faisait des mini concept stores. Donc l'idée, c'était de présenter au grand public de manière originale des créateurs avec des valeurs. Après ça, j'ai travaillé aussi avec une comédienne que j'avais sur des événements, notamment au Festival de Cannes, pour des événements Kenzo, Emmanuel Béard. Du coup, c'était dans l'idée vraiment de démocratiser aussi ces créateurs pour qu'ils soient connus au plus grand nombre. Après, j'ai rejoint un projet de série télé qui alliait justement de cinéma, musique et du coup mode, puisque j'ai placé des créateurs dans l'épisode pilote de ce projet. Donc ça m'a permis aussi d'allier à nouveau ces trois univers qui me plaisent beaucoup. Ensuite, je suis partie dans un autre projet. Alors là, c'est, on va dire pourquoi, c'est le cinéma à Kinshasa. Donc on a ouvert des salles de cinéma et là-bas, j'étais dans la partie communication, recherche de fonds et aussi, je travaille avec des stylistes locaux où on a fait justement les tenues des employés du cinéma. Donc c'était un autre monde un peu différent, mais toutes ces expériences, en fait, quand je suis revenue en France, je me suis dit, j'ai envie de capitaliser un petit peu sur tout ça et de créer quelque chose qui est mon bébé, on va dire, qui reprend tout ça. Et donc j'ai créé Poesia Consulting. Donc Poesia, c'est vraiment un mélange en fait de toutes mes expériences, de tout ce que j'aime. Donc autour de la mode, art, lifestyle et engagé, parce que j'ai vraiment envie aussi que ça puisse apporter du sens. Et donc l'idée de Poesia, donc pourquoi ce mot? Un peu dans mon histoire, vous avez pu comprendre que c'est venu en fait pas par hasard. Donc j'ai fait des études littéraires, j'ai fait du théâtre, j'ai été touchée toujours par ce qui touche à l'image, qui touche au message. Et on va dire mon objectif c'est toujours de faire rêver les gens, de transmettre des émotions. Et pour moi, la mode, l'art, c'est les meilleurs moyens en fait pour faire passer des messages. Et du coup, Poesia, l'idée c'est vraiment de pouvoir accompagner d'une part des créateurs, des artistes, des entrepreneurs qui sont engagés ou qui souhaitent s'engager davantage. Et en parallèle, je reste une entrepreneur qui aime concevoir et créer des événements ou des projets. Et du coup, j'organise aussi des concepts. Donc il y a par exemple un événement que j'ai fait cette année à l'espace Christiane Peugeot avec plusieurs créateurs. On a fait un slow fashion show pendant une exposition d'un peintre et d'un sculpteur. Et il y a des créateurs qui ont présenté des tenues de manière interactive avec le public en expliquant comment c'était créé. Et on a aussi fait un événement sur le parvis de la Défense. C'était un concept store éphémère et là on a réuni une quarantaine d'exposants, des créateurs. Il y avait aussi des marques plus établies comme Tesla et Yoma qui ont pu aussi présenter au grand public leurs produits. Et l'idée c'était vraiment toujours d'aller vers, donc d'un côté d'accompagner le développement des marques et d'un autre côté c'est aussi de pouvoir toucher le grand public et de faire connaître toujours plus ces créateurs engagés, ces artistes pour finalement faire rêver les gens et en même temps sensibiliser à des causes pour on va dire, le respect de l'humain et l'environnement. Voilà un petit peu en résumé l'histoire. Et maintenant je vais répondre à la fameuse question, comment rendre sa marque inédite et irrésistible, et tout commence, on va dire, par le concept de marque. Aujourd'hui, je pense que concept c'est un mot important, il faut vraiment, comme elle disait, avoir une cohérence. Et donc ça va être sur comment finalement rendre votre marque
avoir un fil rouge tout au long de ce concept que vous allez créer. Et ça passe pour moi par 3 leviers principaux. Donc on va partir par le produit ou la gamme de produits. Ça dépend si vous avez peut-être déjà un produit ou vous souhaitez avoir une gamme. C'est le point de départ, parce qu'une marque, il faut quelque chose à vendre. Donc on va partir de cet élément-là pour définir déjà la marque. Ensuite, on va avoir le storytelling. Donc c'est finalement l'environnement dans lequel va se développer ce produit. C'est son univers, son décor. Et ensuite, on a le story doing. C'est l'interaction qu'on va créer avec le client, avec le public. Donc du coup, la cible, la communauté qu'on va créer autour de sa marque. Donc on va commencer avec le produit. Alors ce produit, il est important qu'il soit unique, comme elle disait tout à l'heure, pour qu'il soit vraiment à votre image, qu'il y ait votre signature, qu'on puisse le reconnaître, qu'il soit identifiable, original, voilà, qu'on ne trouve pas partout, qu'on n'a pas X, Y, Z qui fasse la même chose, personnalisé et si possible en plus innovant. Donc ça peut être par les matières, ça peut être par le choix de la coupe, du style de produit que vous allez faire, enfin, essayez de trouver quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Et pour moi, aujourd'hui, on ne peut plus faire abstraction de l'éco-responsabilité. Voilà, ça devrait limite être intrinsèque à une marque de produire en respectant l'homme et l'environnement, créer avec du sens. Et du coup, justement, l'éco-responsabilité, on respecte l'humain et l'environnement dans l'ensemble des étapes du cycle de vie d'un produit. Donc ça va être à la conception jusqu'à la fin de vie. Donc aujourd'hui, des jeunes marques pas tout faire 100% éco-responsable, mais peut-être choisir des choses qui vous touchent particulièrement, si vous êtes sensible au Made in France, ou bien si vous êtes sensible au commerce équitable, vous avez envie de mettre en avant des savoir-faire artisanaux d'un autre pays, ou bien si vous avez envie de faire du recyclage. Donc par exemple, vous voyez, cette créatrice, elle faisait avec des cuillères qu'elle récupérait sur des marchés, et elle faisait des bijoux. Donc trouvez aussi, grâce au recyclage, des idées originales. Donc vous voyez, il y a plusieurs choses, ça peut être les matières bio, naturelles, véganes, selon vos envies personnelles, vos engagements personnels, peuvent se retranscrire finalement aussi dans votre produit qui sera éco-responsable. Et donc j'ai sélectionné quelques exemples de marques justement éco-responsables qui se démarquent, qui travaillent sur un côté original justement. Donc on a par exemple la marque Bleu Tango. Donc ce que je trouvais intéressant sur cette marque, c'est l'univers graphique. Chaque produit en fait raconte une histoire à lui tout seul. Donc ils ont des motifs qui sont exclusifs, qui sont en aquarelle, enfin, voilà, donc poétiques. Donc chaque produit en lui-même raconte une histoire. Après on aime ou on n'aime pas. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était la recherche graphique et l'univers qu'ils proposent. On a la marque de chaussettes collants. Donc, ils proposent un produit hybride qui allie chaussettes et collants. Et fabriqué en Italie, Atelier Saint-Eustache. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la créatrice, elle est inspirée par le Japon et elle propose toujours des motifs exclusifs. Donc, elle a un travail graphique et en plus un produit original, qu'on ne voit pas partout. Ensuite, on a la marque Poca qui fait des sacs personnalisables, donc vous pouvez changer en fait le rabat à chaque fois. Donc vous avez 3 sacs en un. Donc elle est fabriquée en France aussi. La marque Matcha Paris, alors elle fait des bijoux vegan, alors avec du bois issu d'écorce d'arbres. Donc ce qui est intéressant aussi en dehors de la matière, on va dire, c'est aussi le choix du graphisme. Donc on reconnaît rapidement en fait son style et quand on le voit dans le fil Facebook, ça a un impact en fait. On reconnaît rapidement la marque à force de la revoir et tout. Je sais à chaque fois que c'est cette marque-là. Donc elle a fait un bon travail aussi au niveau du design. Après on a la marque Bague à Faire. Donc c'est une marque qui fait des sacs pratiques. Donc on peut facilement, quand on est une femme d'affaires, ranger toutes ses affaires, organiser. Et ce qui est intéressant, au niveau donc, visuel, elle travaille sur le liège. Donc c'est une marque, c'est un matériau qui vient du Portugal et qui est éco-responsable, naturel, végétal, donc complètement vegan. Donc elle travaille aussi sur cette matière originale qui donne du coup un rendu aussi atypique au niveau du design. Et la marque H Paris, donc là c'est plus sur la partie monoproduit, elle propose des vestes et sa signature c'est à chaque fois le losange, en fait l'empiècement qui rappelle, du coup elle crée une cohérence tout au long de sa gamme. Donc voilà, ça c'est des petits exemples déjà pour vous montrer ce qui existe, pour que ça peut vous donner des idées peut-être pour votre produit. Donc voilà, on a vu le produit et maintenant on va passer au storytelling. Donc voilà, une fois qu'on a son produit, c'est important de lui créer son univers, son environnement, son décor, pour qu'il prenne vie, pour que vraiment on crée un environnement où on va pouvoir du coup raconter une histoire. Parce que le storytelling c'est ça, c'est raconter des histoires, présenter des valeurs, donner du sens finalement à sa marque. Donc on peut se poser plusieurs questions un peu clés pour répondre justement à cette volonté de créer cette histoire.
Donc déjà, ça peut partir de vous-même, donc qui se cache derrière la marque, vous-même, votre histoire va pouvoir vous aider à donner du sens, à compléter, à construire votre histoire. Pourquoi vous faites cette marque? La raison pour laquelle vous avez envie de le faire? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est engagé? Enfin voilà, il y a des raisons variées. Quelle est l'histoire que vous avez envie de raconter aussi? Qu'est-ce qui vous donne envie de transmettre cette histoire? Quelles sont les valeurs que vous défendez, que vous avez envie de partager? Et aussi comment vous allez traduire cette histoire de manière graphique, visuelle. Voilà, donc ça va passer par un produit comme l'univers graphique, comme elle expliquait tout à l'heure, logo, charte graphique, vidéo, photo. Vous me dites c'est c'est bon? Oui. Voilà. Alors, le storytelling, pourquoi c'est important? Le storytelling permet de conceptualiser en fait, donc dans votre tête, dans votre esprit déjà, de réaliser qu'est-ce qu'on a envie de raconter. Et ensuite, quand ça prend forme, ça matérialise finalement la marque. Elle prend vie grâce à l'histoire. Et du coup, ça va vraiment permettre de répondre à des objectifs clés qui vont pouvoir de capter l'attention finalement de votre client, lui donner envie de s'intéresser, il va capter, il va voir les choses, il va dire ah ça m'intéresse d'en savoir plus. Ça va susciter de l'émotion, donc il peut être émerveillé, dire ah c'est magnifique, ou bien curieux, ou bien il va être sensibilisé parce que vous allez parler d'un quelque chose de particulier. Du coup, il va être aussi créer l'adhésion. L'objectif, c'est aussi qu'il adhère à votre projet, à votre marque et qu'il ait envie de la suivre. Et bien évidemment, c'est qu'ensuite, il passe à l'action. Donc, il achète le produit. Donc, et tout ça, c'est ce que va permettre le storytelling s'il est bien construit. C'est bon? Alors, il y a deux types de storytelling. Donc, il y a le storytelling qui s'appuie sur une histoire réelle. Donc ça peut être votre histoire, ça peut être votre parcours qui va, on va dire, influencer finalement votre histoire de marque. Ou bien c'est également que vous allez inventer quelque chose de totalement inédit, vous pouvez écrire une histoire carrément. Et après, il y a deux manières de le faire. Donc soit vous pouvez le faire de manière ponctuelle. Donc si vous avez des collections par exemple de vêtements, vous pouvez raconter une histoire à chaque fois une autre, comme des épisodes par exemple, et qui s'inscrit dans une histoire globale. Ou bien vous pouvez avoir, si vous avez un monoproduit, peut-être plus une histoire en fil rouge. Donc global, qu'on va retrouver au fur et à mesure du développement de votre marque. Alors là, j'ai trouvé un article qui était assez intéressant qui dit quels sont les points communs des entreprises qui réussissent leur histoire. Donc je trouvais que c'était intéressant si vous voulez peut-être photographier ou prendre des notes sur ces éléments. Mais ce qui est important, ils disent que c'est d'être fier déjà de votre histoire, que ce soit quelque chose qui vous enthousiasme et qui vous donne envie vraiment de le partager. Ensuite, c'est aussi l'envie qu'à travers cette histoire, ça puisse rendre la vie des gens meilleure, que ça puisse avoir un impact. Il faut que cette histoire, finalement, elle dépasse aussi tout ce qui est lié au marketing et à la vente, mais que ça devienne vraiment l'ADN de la marque. Que ce soit quelque chose qui soit l'essence, en fait, de votre produit, de votre marque. Ensuite, elle va guider aussi l'entreprise dans les différents pôles. Bon, aujourd'hui, on commence, mais au fur et à mesure que vous allez grandir, le but c'est de grandir, et bien que ça puisse aussi être un fil rouge dans toute votre entreprise. Et du coup, ça va alimenter finalement l'histoire originelle et la faire grandir, puisqu'elle va être, on va dire, il y aura des émanations. Il faut aussi que ce soit cohérent. Donc on vraiment trouve, au fur et à mesure du temps, qu'il y ait une cohérence, quelque chose comme un fil rouge qu'on puisse tirer. Ensuite, cette histoire fondatrice, et du coup, on voit vraiment cette image, je la trouvais assez intéressante parce qu'on voit vraiment le tronc. Et puis après, il y a plein d'émanations de cette histoire qui vont se développer. Et bien, ça doit aussi inspirer votre client et toutes les personnes avec qui vous travaillez. Du coup, ça va aussi nourrir leur propre histoire, ça va les inspirer et du coup, ça fait un effet boule de neige. Alors, il y avait deux exemples que je voulais vous présenter en fait. Alors, c'est des marques qui sont déjà établies, mais qui font un concept de mini-série. Et je trouvais que c'était assez intéressant parce que la marque Gant, en fait, elle propose le concept Couple Thinkers et elle met en scène un couple qui ont dans les 45-50 ans et qui se posent plein de questions existentielles. Donc on les voit tout au long de la série habillés en Gant, mais c'est pas le sujet de la série, c'est vraiment ce qu'ils vivent au quotidien. Donc on les voit évoluer dans leurs vêtements et ils posent des questions autour du sens de la vie, des questions sur l'âge, des questions sur la nourriture, et ils vont voir un expert à chaque épisode qui va parler de manière, qui va apporter des connaissances en fait. Et du coup, je trouvais ça intéressant qu'une marque, elle dépasse finalement cette volonté de juste vendre un produit, mais elle veut vraiment apporter de la connaissance en fait à son public et transcender finalement l'acte de vente pour s'installer finalement dans la vie des gens comme une référence en fait, même pour apporter plus justement.
Donc ça, je trouvais hyper intéressant. Et vous avez Radeau, alors ça c'est un autre concept, ils font aussi une mini-série. Mais là c'est plus en mode un petit peu une histoire d'amour, on a un couple qui se rencontre, etc. Et puis chacun porte sa montre et du coup, on va dire la montre c'est un prétexte à chaque fois, ils mettent la montre, après ils vont au rendez-vous, le temps qui passe, enfin voilà, il y a toute une métaphore autour du temps et de l'histoire. Et ce qu'ils font à la fin de chaque épisode, c'est qu'ils remettent en avant chaque produit. Voilà, dans cet épisode, on vous a présenté ce produit. Et du coup, ce que je trouve intéressant dans le concept de mini-série, c'est que finalement, on ne se concentre pas sur le produit, on le met en scène dans des situations réelles, on raconte une histoire, on a des personnages, et du coup, on est plus captivé finalement, le client va être captivé par l'histoire, et à la fin, il va dire « Ah tiens, ça lui allait bien ce produit ». Enfin voilà, on se rappelle peut-être dans la série Gossip Girl, je ne sais pas si vous avez un peu suivi, mais c'est toujours super bien habillé. Et c'est vrai que c'est dommage, ils auraient pu surfer sur la vague à ce moment-là et vendre, faire de la vente directe de produits qui étaient dans la série. Donc je crois qu'ils l'ont fait plus tard, mais bon, c'était moins impactant. Donc il y a vraiment quelque chose à faire sur. Aujourd'hui, on ne peut peut-être pas faire une série télé parce qu'il n'y a pas beaucoup de budget, mais réfléchir peut-être à des petits concepts de vidéo ou quelque chose qui fait qu'on va vouloir voir la suite. Les séries, ça marche très très bien. Il y a une marque qui fait ça, d'ailleurs, qui fait un concept de vidéo, c'est une marque qui s'appelle Imikimi. Ils font des petites interviews en fait de personnes qui s'identifient à la marque et qui donnent leur point de vue sur la vidéo, un peu concept. Donc il y a plein de petites choses à faire sans forcément avoir des gros budgets comme Hollywood. Hein. On peut raconter des histoires. Alors par contre, le storytelling a des limites. Aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie qui dit que voilà, 60% du contenu produit par les marques, l'audience trouve que c'est pas forcément utile, donc rien à faire. Mais à noter quand même que 74% des Français aimeraient être entendus par les marques. Donc on peut se poser la question finalement, comment se démarquer encore plus que juste raconter une histoire et à donner plus d'impact à sa marque. Et du coup, il y avait un petit dicton qui dit « Raconte-moi, je t'ignore ». Souvent on raconte son histoire et tout, mais à un moment donné, c'est cool, mais voilà. Et implique-moi et je t'aimerai pour toujours. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire comment je peux impliquer mon client pour que finalement, comme on disait, qu'il soit fidélisé et qu'il ait envie de rester et qu'il s'intéresse toujours plus à ma marque. Et là, on arrive sur le story doing. Alors le story doing est directement lié à la cible et au client. Donc vous voyez, le storytelling, il n'y a pas vraiment d'interaction. C'est plus la marque qui va vers le client. Le story doing, c'est justement l'objectif, c'est de créer l'interaction. Donc le story doing, finalement, c'est rendre le client héros de votre marque. Qui vraiment, ils se disent, lui-même, ils disent, je me sens concerné, vraiment, qui s'implique en fait. Qu'il y ait une vraie interaction qui s'établisse. Et pour ça, bien évidemment, il va falloir petit à petit définir votre cible, connaître votre cible, développer, pour lui proposer une expérience unique, adaptée finalement à qui est la personne qui va acheter votre produit, que vraiment lui apporte de l'émotion, pour vivre une expérience, et qu'elle s'identifie à votre marque. C'est bon? Oui. Alors, le story doing, c'est le marketing de l'expérience, poussé à son extrême. On fait un mix entre le storytelling et l'expérience client. Donc on raconte une histoire, mais on veut que ça crée une expérience avec le client. Donc ce sont des histoires qui allient expérience créée par les marques pour et avec les clients. Donc le client devient au centre en fait de la marque, on se met dans la tête de ce client et le but c'est bien évidemment de l'inspirer, de raconter l'histoire qui l'inspire pour qu'il se sente concerné. C'est bon ? Alors l'objectif c'est de raconter une histoire unique et inspirante. Pourquoi? Pour faire vivre une expérience riche. Voilà, plus c'est riche, plus il y a d'aventures, plus on est captivé par un film. Donc créer des émotions, parce que les émotions, ça nous fait vibrer, ça nous fait se souvenir des choses aussi, pour construire de l'engagement, de l'appartenance, toujours dans l'idée d'adhésion, et comme je disais, une interaction, pour que le client et la marque vraiment soient en interaction permanente, pour qu'ensuite ce client ait envie de partager l'histoire, et ensuite que vous gagnez en influence. Et le meilleur moyen pour le faire, c'est de passer par les réseaux sociaux, parce que c'est un moyen aujourd'hui le plus facile pour partager, pour que quelqu'un partage votre histoire, qu'il repartage. On voit l'effet domino que ça peut avoir, une histoire qui buzz. Ah pardon. Et bien évidemment, trouvez votre histoire à vous. Voilà, ne pas essayer de copier une autre, mais vraiment celle qui est la vôtre. Trouvez au fond de vous votre histoire. Oui. Oui. Pour ceux qui inventent justement des histoires, c'est pas leur risque et péril? Après, ça dépend un petit peu de ce que vous voulez raconter. Vous pouvez partir. Allez. Je sais pas. Vous pouvez partir de quelque chose qui vous parle et le romancer.
D'accord. Voilà. Après, ça vraiment, ça dépend. Tout à l'heure, vous parliez d'histoire imaginaire. Mais, Oui, il y a les deux, voilà, tout à fait. Mais je sais pas, moi je trouve que c'est risqué parce que, faut être sûr de son mensonge en fait. Non, c'est pas un mensonge. Ben, je sais pas, par exemple, on peut prendre. Par exemple, j'allais donner l'exemple du slip français, par exemple. À un moment donné, ils ont fait une campagne de crowdfunding et ils ont raconté une histoire avec un mannequin vitrine homme qui tombe amoureux d'un mannequin vitrine femme. Oui. Et après, il fait le crowdfunding pour dire j'aimerais retrouver mon mannequin vitrine qui est parti aux États-Unis. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont amené en fait leur campagne de crowdfunding. Bon, moi j'ai trouvé ça sympa. Oui, d'accord. Donc c'est dans ce sens-là. Voilà, c'est ça. Tourné en fiction un peu. Exactement, c'est dans ce sens, c'est raconter une histoire. Mais après, ça reste quand même. L'histoire va quand même partir de quelque chose de personnel. Vous n'allez pas. Après, il y a des gens du marketing qui vont inventer une histoire, mais là on est dans la création. Du coup, je pense que c'est important de partir de quelque chose qui vous parle pour ensuite soit le transmettre par quelque chose de concret qui vous parle, qui est vous, ou bien par une histoire narrative romancée. Voilà. Ça va, c'est... Je comprends, oui, très bien. Alors du coup, pour la différence entre le storytelling et le story doing, ça se joue finalement à l'audience. Alors, c'est vous qui racontez l'histoire dans le storytelling à votre audience, et dans le story doing, c'est votre audience qui raconte votre histoire à ses audiences. Donc vous imaginez la démultiplication du message. Parce que quand on parle à une audience, c'est plus limité que quand plein d'audiences d'un coup peuvent être touchées. C'est bon? Donc la trame narrative, ça va être que votre client, donc c'est le héros, donc il vit une aventure en fait. Il faut vraiment qu'il se mette à la place du client. Et donc il y aura les ennemis, les alliés, donc à vous de définir, les ennemis ça va être les concurrents, les alliés, voilà, à vous de voir. Le produit devient une arme de quête. Ça veut dire que ce produit, en fait, en arrivant à trouver une histoire, il va prendre du sens aussi. Parce que du coup, ce produit va servir à accomplir une mission ou à résoudre un conflit. Et donc, ça va être l'utilité de ce produit finalement. À quel besoin il répond. Donc voilà, je sais pas, pour une robe de soirée, de se rendre belle, voilà. Donc il y a plein de possibilités. Et sinon, voilà 4 clés en fait qui ont été définies pour réussir sa stratégie de story doing, qui sont inspirées d'une réelle story doing de Adidas, dont je vais vous parler après. Donc l'objectif d'une bonne story doing, c'est être unique. Donc réussir à toujours en identité d'être unique, en essayant de proposer une expérience inédite qu'on va vivre qu'avec vous. Donc toujours ce besoin de personnalisation. Il faut que cette expérience soit pertinente et personnelle, donc on reste dans cette idée d'unique. Il faut aussi être prêt à perdre le contrôle, parce qu'à partir du moment où il y a des audiences qui vont partager et vous ne savez pas qui c'est, vous ne savez pas jusqu'où ça va aller. Donc il faut être prêt aussi à ça, pour du positif. Et il faut que ce soit partageable. Donc voilà, pour faciliter, donner l'envie, et que ça soit même en lui-même partageable en fait, ce que vous allez faire. C'est bon? Ouais, ça veut dire quoi partageable? Qu'on a envie de partager l'histoire. Ouais. Que l'audience, elle dise, votre client dise, moi je veux absolument parler à ma voisine, donc du bouche à oreille si on veut. Okay. Mais ça peut aller grâce aux réseaux sociaux, du coup, si c'est une vidéo, une photo, enfin voilà, ça donne envie de partager. Donc il y a l'exemple d'Adidas, en fait, qui a lancé une chaussure qui s'appelle Bleach. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce produit, c'est qu'il est déjà personnalisable. Donc vous avez la chaussure de base, après vous pouvez choisir ce que vous mettez, ce que vous mettez autour, crampon. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une application dédiée. Donc on pouvait trouver uniquement cette chaussure sur cette application. Ils ont créé des codes et ils les ont donnés à des influenceurs et un footballeur connu. Ils ont donné 10 codes et en fait, eux, ces influenceurs, ont donné les codes à des amis à eux, qui ensuite, eux, s'ils ont acheté, ils ont reçu 10 codes et eux-mêmes l'ont partagé. Donc en fait, ils ont créé un effet vraiment démultiplication du message par ce biais-là. Donc le client est devenu vendeur et ambassadeur en fait, directement d'Adidas. Donc il a impliqué en personnalisant sa chaussure, il a donné envie de partager, il a dit ouais, j'ai ma chaussure à moi unique, vas-y toi aussi, tu peux avoir ta paire. Donc ça c'est un exemple assez fort. Voilà. Et sinon j'ai d'autres exemples un petit peu plus, on va dire plus en adéquation avec notre travail aujourd'hui de créateur, plus jeune marque. Donc j'ai pris des exemples comme My Dear Claude, je ne sais pas si vous connaissez, ça ne fait pas très longtemps qu'elle existe cette marque, et en fait elle travaille le col Claudine amovible, donc vous pouvez le mettre sur tout type de haut et le changer simplement. Donc elle travaille vraiment sur cette idée de confort, la fille de la vraie vie, c'est son concept, elle a un hashtag la fille de la vraie vie, et du coup elle essaie vraiment d'être proche finalement de sa cliente, de créer une communauté en fait avec des filles du quotidien. Elle partage, vous avez peut-être vécu ça et puis ça, quand vous éternuez, le mascara qui coule. Enfin, elle essaie de trouver des petites phrases qui parlent à tout le monde en fait, à des filles du quotidien.
Et en plus, ce qu'elle fait, c'est que sur son site, elle a un blog et elle fait intervenir en fait ses clients qui font un témoignage. Donc du coup, elle les implique vraiment dans sa marque. Et je trouvais que c'est pas très compliqué à faire, hein. Mais en fait, je trouvais que ça créait vraiment une communauté forte et une identification des filles du quotidien. Il y a une autre marque qui s'appelle Marie et Marie. Alors cette marque, elle est très innovante. Je ne sais pas si vous connaissez Ekyug, c'est la fondatrice d'Ekyug en fait qui a lancé une autre marque du coup. Et elle travaille sur des vêtements cosmétiques. Donc elle propose des vêtements avec des microcapsules d'huile végétale bio qui se diffusent en fait quand vous portez le vêtement. Donc elle travaille sur le care wear, donc c'est un vêtement de bien-être. Et elle s'adresse à une communauté de slasheuses. Donc c'est des filles qui n'ont pas un métier, qui font freelance, graphiste, comédienne, enfin voilà, qui ont plein de métiers, qui ne sont pas dans une case. Et du coup, elle s'adresse à ces filles et elle les intègre aussi vraiment dans le développement de la marque, puisqu'ils travaillent beaucoup sur des réunions de groupe où c'est elles-mêmes qui deviennent ambassadrices. On est sur les lumineuses. Et donc, vous avez une carte de membre, et avec cette carte de membre, vous pouvez soutenir des projets d'entrepreneurs. Donc, ils ont vraiment créé un cercle vertueux entre femmes entrepreneurs. Donc, vous avez des produits qui vous font du bien, et en plus, vous soutenez des projets d'autres entrepreneurs. Donc, créer une vraie communauté forte de femmes entrepreneurs. Et vous avez, donc du coup, vous prenez sur l'exemple du slip français, donc, qui a lancé le pari de créer le premier slip 100% français. Ce qui est intéressant, du coup, c'est aussi les valeurs du Made in France. Donc lui, ce que je vous disais tout à l'heure, il fait du storytelling ponctuel, donc par exemple avec l'histoire du crowdfunding. Et là, il a lancé le concept du personnage Francis, qui prend des photos de lui dans différents endroits du monde en slip. Donc c'est assez sympa, et du coup, il dit « Suivez les aventures de Francis ». En slip. Et ils travaillent aussi du coup sur la personnalisation, parce qu'on peut faire un slip brodé, donc personnalisé. Et ce que je trouve fort, c'est leur slogan. Parce qu'en gros, il dit vous voulez changer le monde, commencez par changer de slip. Donc en gros, il n'y a pas besoin de chercher très loin, achetez notre slip, vous êtes déjà acteur en fait, du changement. Donc je trouvais que c'était assez intéressant au niveau du message. Et pour finir, du coup, un petit résumé de ce qu'on a vu. Donc l'important, je ne sais pas où vous en êtes chacune, si vous avez déjà votre produit ou si vous êtes en train de le choisir ou si vous êtes en train de le développer, mais l'important vraiment de le rendre unique et identifiable. Parce qu'après, l'objectif, c'est dans 10-20 ans, on se dit, ça c'est la marque X. Et on la reconnaît comme Chanel, maintenant on sait que c'est du Chanel, elle a réussi à trouver des choses qui font qu'on reconnaît rapidement le tui, le sac matelassé, voilà, même quand c'est des faux, on sait qu'on pense que ça peut être du Chanel. Parce qu'elle a réussi à s'approprier finalement des codes. Donc sa marque est identifiable. Et bien évidemment créer avec du sens. Voilà, ça c'est pour moi aujourd'hui, on ne peut plus faire abstraction de ça. Ensuite, c'est déterminer l'histoire que vous avez envie de raconter, qu'elle soit réelle ou imaginaire, comme on disait tout à l'heure, globale ou bien ponctuelle. Donc ça va être à vous de voir aussi en fonction de ce que vous voulez raconter, si vous voulez vraiment avoir une histoire qui perdure ou bien changer continuellement les épisodes. Ça peut être en imaginant un personnage dont on peut suivre les aventures, ça peut être du coup grâce à la photo, la vidéo, enfin même l'écriture, en racontant même sur un blog. Il y avait une créatrice qui fait ça, elle raconte des aventures sur son site, du coup on peut s'identifier aussi, elle fait du personal branding. Donc ça crée aussi comme des blogueurs, quoi, ils racontent leur vie. Mais là du coup c'est autour d'une marque pour raconter des péripéties. Ensuite c'est créer l'interaction avec son client, très très important, pour que vraiment il se sente impliqué et qu'il ait envie du coup de partager. Et de définir et connaître votre cible de plus en plus. Plus vous la connaîtrez, plus vous pourrez aussi savoir à qui vous vous adressez et votre histoire prendra plus de force. Et l'objectif final de tout ça, finalement, c'est créer un lifestyle, un mode de vie. Parce que si vous avez une marque, un produit, vous pourrez après le démultiplier, comme Ben Simon, il est parti d'une paire de chaussures, et aujourd'hui, il faut de la déco, il faut plein de choses. Et il a vraiment un mode de vie, un lifestyle. Et l'objectif d'une marque, c'est qu'après, les gens, ils adhèrent finalement à tout un univers, en fait. Même si vous vendez un produit, ils adhèrent à vos valeurs, ils adhèrent à votre univers, et du coup, vous créez un mode de vie auquel on va se reconnaître, on va s'identifier. Voilà. Merci. Merci.